Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Média Pro. Ce soir, on va poursuivre notre débat sur justement le traitement des médias de l'affaire Naël. Ce soir, on va parler de l'immigration face à l'écran. Beaucoup de critiques concernant certaines figures de la politique française qui critiquent justement la situation dans l'Hexagone. Avant de commencer le débat avec nos experts, on va regarder ce zapping qui reprend les principales déclarations et clash durant cette semaine sur le paysage audiovisuel français. C'est une responsabilité peut-être, Driss Ghali, de ceux qui habitent dans ces quartiers. Oui. On a le droit aussi de le dire. Monsieur. On a le droit aussi de le dire. La responsabilité des parents, la responsabilité de ceux qui cassent, de ceux qui saccagent, et on l'a vu. Je vous rappelle toutefois qu'un certain nombre d'obligations vous incombent. Il vous appartient de veiller au respect par votre enfant des obligations et interdictions qui lui sont imposées. À défaut, une enquête pénale sera diligentée afin de vérifier si votre responsabilité pénale personnelle peut être engagée. Je le dis aujourd'hui, chiche, si M. Macron décide d'installer ce texte, de l'inscrire à l'ordre du jour, on peut le voter avant le 14 juillet. La gauche, elle, refuse de toucher au portefeuille de ses parents. Mettre la tête sous l'eau de ceux qui sont déjà au fond du trou, ça va pas nous aider. Une maman qui travaille en horaire décalé chez Carrefour et qui n'est pas là au moment où son enfant sort du collège et il traîne dans la rue. Elle est toute seule à bosser pour essayer de remplir le frigo. Oui, cette cagnotte est conforme aux conditions d'utilisation de la plateforme GoFundMe car elle n'est pas dédiée à la défense juridique du policier mis en examen pour meurtre, mais à sa famille. En l'état, il n'y a aucune infraction, nous assure une source judiciaire. La cagnotte n'affiche pas un objet illicite et il n'y a pas d'indice de détournement par rapport à cet objet. D'abord, j'aimerais dire que, sans tourner autour du pot, que ce qu'on vit est le bilan probablement de 40 années de politique d'immigration complètement folle, incontrôlée, dans certains quartiers, pas dans tous les quartiers français, fort heureusement, et d'une culture victimaire qui fait que d'aucuns aujourd'hui se croient autorisés à casser, à caillasser des forces de l'ordre, à tirer au cocktail Molotov sur des commissariats. J'étais il y a quelques minutes avec les fonctionnaires de police du commissariat de Gennevilliers. Le commissariat a été attaqué dans la nuit précédente, il y a quelques heures. ما عنديش مانع أنا إن تبعت تجيب أجانب عايزين يشتغلوا الأشغال دي بس في الحالة دي إلغي تصاريح الإقامة في فرنسا للأجانب اللي ما بتشتغلش رحلها بلادها وهات بدلهم ناس يشتغلوا. Je viens aujourd'hui vous annoncer que la cagnotte qui a été ouverte en soutien à la famille de notre policier Florian M va être clôturée ce soir à minuit. Je tenais à vous présenter tous mes remerciements, toute ma profonde gratitude pour cet incroyable élan de générosité qui a parcouru et traversé toute la France. Voilà, c'était des images d'extraits de télévision et notamment d'extraits d'émissions qui ont consacré un débat sur l'affaire Naël. On a remarqué que cette affaire a créé de nouveaux monstres de la télévision française, Jean Massiha, Bardella, Ciotti, et qu'on peut considérer aujourd'hui les nouveaux Zemmour de l'écran français. Reda Harirach, qu'est-ce qui transpose justement à travers ces nouvelles figures de la télévision française ou de la politique française et qui ont un petit peu déversé leur venin sur l'immigration en France? Ils veulent profiter des événements pour se montrer davantage. C'est le moment ou jamais, parce que bientôt il y a la festivité du 14 juillet qui va venir, et donc ça sera beaucoup moins, disons, triste que ça l'est actuellement peut-être, mais ce qui est sûr, c'est que les uns et les autres se font une sorte de compétition pour voir quel est le personnage le plus rocambolesque et le plus méchant. Le plus rocambolesque pour justifier l'injustifiable, parce que lorsqu'on décide d'organiser une cagnotte pour venir en aide, ne serait-ce qu'à la famille du policier, je pense que la famille du policier n'est pas dans le besoin. Donc il n'y a pas besoin de renverser, en quelque sorte, le bourreau devient victime et la victime devient à la place du bourreau. Mais par contre, pour les différents chroniqueurs qui ont pu se manifester,
ils veulent davantage jouer sur la surenchère. La surenchère, ça leur permet de gagner davantage d'argent à titre personnel et ça leur permet aussi de se positionner pour des échéances électorales sur le dos de personnes qu'ils pensent être majoritairement d'origine étrangère. Sofiane Baroudi, on avait avant Jean-Marie Le Pen, on avait Marine Le Pen, on avait Sarkozy. Aujourd'hui, on a Bardella, on a justement Massiha ou également Ciotti. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que le paysage politique d'extrême droite a véritablement changé? On peut dire que ce paysage d'extrême droite est devenu plus agressif. Je dirais même un paysage fasciste vient aussi malheureusement d'une tradition bien ancrée dans le paysage politique français, contrairement à ce qu'on peut croire. On parle souvent de la montée de l'extrême droite depuis la fin des années 80 avec le Front National, mais en réalité c'est une tendance qui est une tendance vérifiée et avérée depuis déjà au moins 2 siècles. Et c'est, si vous voulez, une tendance historique qui se confond avec l'histoire de la colonisation. D'ailleurs, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un déni profond déjà par rapport à l'histoire coloniale de la France et qu'il y a aussi un déni par rapport, si vous voulez, aux populations d'origine immigrée et à leur apport justement dans la construction, même dans ce qu'on appelle l'époque post-coloniale, dans le rapport à la construction, notamment je pense à la construction industrielle, parce qu'il y a des stigmatisations très profondes. Par exemple, le terme racaille ou le terme chômeur, si vous voulez, utilisé de manière ostentatoire et à tort et à travers. Or, la plupart de ces jeunes viennent de familles ouvrières qui ont contribué à l'essor industriel, à la construction de ce pays-là, qui avait lui-même besoin d'un apport de population émigrée et qu'il a demandé, et il y a des accords, notamment après les accords d'Évian et les fameux accords de 68, qui concernent justement un besoin du grand capital français, qui avait un besoin, si vous voulez, irrépressible de main-d'œuvre qualifiée, de main-d'œuvre bon marché, et il y a un déni et une non-reconnaissance, c'est-à-dire qu'à la non-reconnaissance des crimes coloniaux et, si vous voulez, un déni mémoriel qui crée vraiment un malaise et une fracturation sociale mais aussi politique, il y a aussi un déni de l'apport de populations qui viennent de différents horizons, parce qu'il y a aussi des problématiques non seulement, si vous voulez, en métropole, mais aussi en Guyane, en Guadeloupe, en Mayotte. On voit qu'il y a des problèmes récurrents par rapport à une thématique raciste. Et il y a aussi, à mon avis, une volonté d'occultation d'une perte de vitesse de la France au niveau international. Et on remarque ça notamment par les différents rappels à l'ordre de structures internationales. La dernière en date, c'est la Commission de lutte contre la discrimination des Nations Unies qui a qualifié ce qui s'est passé en France de dérive raciste. Il y a un communiqué très, très virulent et il y a une occultation par rapport à ça. Et la France a réagi justement à la déclaration des Nations Unies. Exactement. Nous avons avec nous Youssef Bensoumah. Qui est animateur de médias alternatifs, le QG décolonial. Monsieur Bensoumah, vous êtes avec nous? Oui, bonjour. Bonsoir. Salam alaikum. Salam. Monsieur Bensoumah, qu'est-ce que reflète pour vous justement cette exploitation médiatique de par l'extrême droite? Cette exploitation médiatique, elle est le reflet de la société française aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle n'est pas en contradiction avec les tendances lourdes dont vient de parler M. El Baroudi. C'est effectivement, actuellement, le reflet de la société française. La cagnotte qui a été effectuée, on peut considérer que cette cagnotte est un véritable plébiscite. C'est un plébiscite de tout ce qui est en France, comme représentent les forces fascistes, j'ose dire le nom. C'est une expression qu'on utilise de plus en plus au niveau du mouvement antiraciste politique en France. C'est qu'on a affaire à une fascisation de la société française qui est exactement, comme ça a été dit, dans la continuité de la colonisation. C'est qu'on vit aujourd'hui une situation post-coloniale. La France demeure un État colonial, a été un État colonial, demeure un État colonial. Et pendant un certain temps, disons que cette posture coloniale avait été un petit peu abasourdie par les victoires des indépendances dans les anciennes colonies. Bien sûr, la guerre d'Algérie, l'indépendance de l'Algérie, mais bien d'autres. Et pendant un certain temps, ces forces fascistes avaient été un petit peu knock-out, comme un boxeur qui a été complètement étourdi. Et cela a duré jusque dans les années 80, on peut dire. Et à partir des années 80, cette espèce de boxeur a repris du poil de la bête. Et ces tendances lourdes, comme certains nombres de forces politiques françaises, notamment le Parti socialiste qui a une grande responsabilité là-dedans, le Parti socialiste français, eh bien, ces forces fascisantes ont pris du poil de la bête. Justement,
Monsieur Boussoumah, justement, vous parlez du Parti socialiste. On a remarqué une tendance, un petit peu une montée en puissance de l'extrême droite et un effacement presque total de la gauche et même de l'extrême gauche. Hein. Nous n'avons pas trop entendu Mélenchon, par exemple. Si, malgré tout, on l'a entendu. Alors là, pas vraiment. J'ai un petit peu m'inscrire en faux. C'est le seul qui, justement, concernant ces émeutes, a eu une attitude un peu digne, puisqu'il a dit, évidemment, d'abord il a dit « je n'appellerai pas au calme parce que j'appellerai à la justice ». Hein, ce qui est une expression forte. Oui. En plus, à la grande manifestation qui a eu lieu à Nanterre où je me trouvais, hein, nous allons à toutes les manifestations, il y avait des députés de la France Insoumise, il n'y avait que des députés de la France Insoumise. Tout à fait, oui. Hein, faut dire la vérité. Et aujourd'hui, on l'a vu d'ailleurs aux élections dernières, Mélenchon a été le seul homme politique qui dénonce l'attitude de la police, mais avec une très grande vigueur. Il est actuellement menacé de mort, il reçoit beaucoup de menaces de mort. Je vous dis, ces forces fascistes sont extrêmement puissantes actuellement en France. On a des milices qui paradent dans certaines villes, dans les villes de Lyon, etc., des milices qui s'organisent de fascistes. Hein, et il est évident qu'on va, dans ce pays, on va au-devant d'une situation extrêmement grave. Ce n'est pas une plaisanterie. Mais comment expliquer justement l'effacement de la gauche, notamment du Parti socialiste? On sait que politiquement, il n'est plus sur la scène politique, mais sur la scène sociale, il reste quand même un peu présent. Alors, il reste un peu présent, mais c'est vrai que c'est quand même la France insoumise qui aujourd'hui apparaît comme la seule force de gauche. Alors, la NUPES, malheureusement, le Parti socialiste, les Verts et le Parti communiste apparaissent comme des forces vraiment, vraiment de plus en plus problématiques. Ou microscopiques, hein. Non seulement microscopiques, mais problématiques parce qu'ils passent leur temps à attaquer eux-mêmes, ils passent leur temps à attaquer Mélenchon, la France insoumise, hein. Et malheureusement, le risque, c'est l'éclatement de la NUPES actuellement. Hein. On a ce risque d'éclatement de la NUPES qui serait quand même assez catastrophique. Le Parti socialiste, je le dis, je le répète, porte une énorme responsabilité. Parce qu'au pouvoir depuis les années 80, il a laissé monter ses forces fascistes. Il a eu des attitudes extrêmement réactionnaires, notamment sous Hollande, avec le Premier ministre Valls. Mais déjà Mitterrand, à l'époque, on s'en souvient, dans les années 80, Mitterrand avait voulu diviser la droite. Et pour diviser la droite, il avait revu un petit peu le code électoral. Il avait permis au Front National déjà d'apparaître davantage au plan des élections. Donc le Parti socialiste, pour des raisons tout à fait opportunistes, et parce que son logiciel de base, le Parti socialiste, c'est le colonialisme, ne l'oublions pas. C'est le Parti socialisme qui a été l'agent un petit peu de toutes les guerres coloniales, notamment bien sûr la colonisation de l'Algérie, hein, et la guerre qui a été faite au peuple algérien. Mais voilà, et donc de ce point de vue, le Parti socialiste n'a jamais... Alors on pensait qu'aujourd'hui, avec l'éclatement un petit peu du Parti socialiste, la perte de vigueur avec Faure, on pensait que ce Parti socialiste s'était réformé, mais on se rend compte que très peu, très peu, je veux dire. Hein. Monsieur Boussoumah, justement, on a remarqué la création ou l'explosion de nouvelles têtes d'affiche de l'extrême droite comme Jean Massiha, Bardella ou Ciotti. Est-ce qu'on peut les considérer comme les nouveaux Zemmour de la classe politique française? Bah oui, mais franchement, malheureusement, le problème dépasse même ces gens-là. Hein. Alors il y a quand même... maintenant, on a des hommes politiques qui se libèrent, mais qui disent des choses mais absolument inimaginables. Je pense par exemple à Retailleau, qui est un sénateur Les Républicains, hein, la droite classique, tout à fait, qui dit « Chez les émeutiers, il y a une sorte de régression vers les origines ethniques ». Vous vous rendez compte, je ne sais pas si on se rend compte de cela. Hein. C'est-à-dire qu'on a un discours vraiment raciste, fasciste, digne de l'Afrique du Sud. Digne de l'Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid. Hein. Alors ces gens-là, Zemmour est l'expression de ce mouvement. Mais tous ces gens-là, et comme ça a été dit, ils veulent faire leur beurre hein, sur les Français d'origine coloniale, ce qu'on appelle de l'immigration d'origine maghrébine. Mais qui sont des Français en plus. Hein. Alors, tout à fait. Ouais. C'est d'autant plus incroyable que même parmi toutes les personnes qui ont été, il y a environ 3200 personnes qui ont été arrêtées lors des émeutes. Hein. Et donc, à cette occasion, on se rend compte qu'il y a beaucoup de Français, on va dire, de sous-chiens, comme on n'aime pas l'expression, hein, mais qui ont été aussi arrêtés parce que c'était aussi une question de niveau de vie. Je veux dire, ces émeutes, elles reflètent non seulement une fracture raciste dans la société, mais également une grande paupérisation des populations. Il y a une pauvreté très importante dans les quartiers. Hein, et cela s'est ajouté à cette espèce d'injustice, à l'injustice de l'assassinat du jeune Nahel.
Je veux dire comment. Donc tous ces gens-là veulent faire veulent moissonner sur les terres du Front National. À qui mieux, c'est ce qu'on appelle l'halali, hein, c'est la course à l'arabe, au noir. Mais il y a un vrai problème, c'est que d'abord toute cette jeunesse, elle est très importante numériquement, hein, et on sait qu'aujourd'hui, de toute façon, heureusement, il y a non seulement cette jeunesse qui s'organise, mais on a aussi quelques forces à l'extrême gauche et à gauche, pas suffisantes encore, mais qui vont s'opposer à cela. On va vers de gros problèmes en France. Monsieur Boussoumah, merci beaucoup. Restez avec nous. On va poursuivre le débat avec nos collègues sur le plateau. Sofiane Baroudi, aujourd'hui, justement, on parle beaucoup de discrimination et de racisme. Est-ce que, justement, il n'y a pas une force d'alternative au discours raciste qui existe actuellement sur les télévisions françaises? Écoutez, ce qui est sûr, c'est qu'on est vraiment actuellement, et c'est un constat objectif qui a été exposé, y compris par des médias. Plus de 2 semaines après l'affaire Naël. Par des médias masse internationaux, on est vraiment dans une configuration de conflit social, et même beaucoup parlent de conflit racial. Après, il y a, si vous voulez, une forme d'alternative dans l'organisation à la gauche et à la gauche de la gauche, dans ce qu'on appelle le mouvement d'antiracisme politique, qui essaye justement d'appuyer une colère et une forme de mouvement insurrectionnel légitime si vous voulez, des quartiers populaires qui sont à la fois victimes de violences policières récurrentes, et ça, c'est aussi enregistré par plusieurs études et attesté aussi par des rapports internationaux, mais qui sont aussi victimes d'une paupérisation très très avancée. Certains maires, notamment des maires communistes en banlieue parisienne, parlent de plus de 50% des populations des cités qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ça veut dire 50% sous le seuil de pauvreté en région parisienne, c'est un chiffre très très élevé. Et donc il y a une forme d'oligarchisation à la fois de la société française et européenne en général, c'est-à-dire que la richesse est concentrée entre, si vous voulez, c'est 1% de la population qui contrôle la richesse, mais en même temps, il y a une forme de contrôle raciste de la société qui est, lui, hérité complètement du modèle colonial. C'est-à-dire que l'histoire coloniale, justement, n'a pas été dépassée, et même pire que ça, elle a été perpétuée en France même. Si on voit par exemple l'histoire de Nanterre, Nanterre c'est déjà le fief du nationalisme algérien, mais aussi le fief du mouvement révolutionnaire ouvrier en France. Nanterre, c'est le plus grand bidonville d'Europe à l'époque. Et sur ce bidonville-là, on a construit des cités, mais qui sont des cités clôturées qui reproduisent exactement le même modèle. Et le pouvoir actuellement en France est vraiment questionné. On en parlait déjà l'année dernière, si vous voulez, mais la Ve République, qui puise son origine dans un coup d'État militaire et un coup d'État colonial, se questionne réellement. Et il y a des risques d'effondrement de cette Ve République dans un scénario qui peut être un scénario conflictuel. D'ailleurs, actuellement, c'est un thème décomplexé. Beaucoup d'observateurs parlent de guerre civile. Justement, Reda Harirach, vous connaissez bien la société un petit peu française, puisque vous avez fait vos études là-bas, étudié là-bas, et vous avez vécu en France. Entre les émeutes de 2005 et ceux de 2023, est-ce que vous pensez que justement les autorités françaises ont pris conscience du fossé qui existe encore entre les banlieues et le gouvernement français? Prendre conscience, ça, ils sont très conscients. Mais il faut savoir qu'il y a une nette évolution entre ce qui s'est passé en 2005 et... Nette évolution par rapport à quoi? Une nette évolution par rapport au fait qu'en 2005, la révolte était cantonnée à certaines banlieues, en région parisienne essentiellement, alors que cette fois-ci, c'est une révolte plutôt nationale. Et en plus de ça, bon... Vous voulez dire qu'elle était stationnée à Paris et maintenant elle est générale dans toute la France? L'incident s'était passé donc en région parisienne du côté de Clichy-sous-Bois, si je me rappelle bien. Ouais. Et par la suite, c'est toute la région parisienne qui s'est embrasée, mais c'est resté quand même assez localisé. Alors que cette fois-ci, la tension, et puis les médias anglo-saxons et notamment britanniques parlaient de civil war, comme disait... Sofiane Baroudi, c'était un peu la guerre civile. Quoi. Oui. Parce qu'il y avait une véritable fraction entre l'État et la jeunesse française, il faut le dire. Il faut plutôt parler dans ce cas de figure d'insurrection, parce que guerre civile, on n'a pas encore de partis politiques qui se sont structurés autour de ça.
il faut parler d'insurrection carrément, parce que ce qui se passe, c'est que cette fois-ci, en 2023, la révolte a touché quasiment toutes les couches de la société française. Même dans des jeunes issus des beaux quartiers sont allés participer à ces manifestations-là. On a aussi quasiment plus ou moins toutes les appartenances confessionnelles, parce que quand on a jeté un coup d'œil sur les noms et les prénoms des manifestants, on s'est rendu compte que ce n'étaient pas uniquement des jeunes issus des banlieues maghrébines ou d'Afrique subsaharienne. Alors justement, je vous laisse regarder cet extrait de BFM TV qui a révélé au grand monde et à la presse les principaux prénoms des émeutiers qui ont été inscrits ou récupérés par la justice française. Et parmi eux, il y avait 3200 émeutiers qui ont été presque arrêtés, dont la majorité des prénoms ont été révélés par BFM TV. On regarde le sujet, on revient au débat. Il s'avère que nous avons pu consulter la liste des prénoms des personnes qui ont été interpellées. Alors, on ne vous a pas mis toute la liste, bien évidemment. Voilà le top 20 des prénoms. Alors, il y en a forcément beaucoup. Par ordre alphabétique, vous avez du Adam, du Alexis, du Ali, du Brian, du David, du Dylan, du Enzo, du Hugo. Je ne vais pas tous les faire. Vous avez du Nassim, vous avez du Théo, vous avez du Yanis. Bon, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ces prénoms, ils sont à l'image de la France. C'est la diversité française. Ils sont à l'image de notre société. D'abord, ce serait intéressant d'avoir les nombres. Pardon, mais mettre là, vous avez le top 20. Oui. Je vous avoue qu'on n'a pas listé l'intégralité des prénoms parce que ça commence à faire beaucoup. Ça serait intéressant d'avoir les nombres. Et surtout, encore une fois, je le redis, évidemment qu'il y a des gens de partout qui ont participé à ces émeutes. Il y a aussi, bien sûr, on l'a vu, des gens d'extrême gauche qui, pour casser du flic, parce qu'ils étaient trop contents d'avoir l'occasion de mettre du désordre, sont venus se joindre à ces situations de chaos organisées par ceux qui voulaient semer la violence. Voilà, c'était un extrait justement d'une émission de BFM TV qui révélait les prénoms des émeutiers en présence justement d'un élu des Républicains. On a découvert que, comme l'a dit Reda Haridash, c'est un petit peu toute la diversité française, des gens des banlieues, mais aussi des gens des beaux quartiers. Alors, il faut rappeler déjà, si vous voulez, la chronologie des événements. C'est-à-dire que depuis 4 ans, il y a une succession de mouvements de masse. Il y avait déjà le mouvement contre la loi travail qui a été imposé par un 49-3, c'est-à-dire de manière antidémocratique. Il y a le mouvement des Gilets jaunes qui a subi une répression très très forte. D'ailleurs, il y a des levées de bouclier internationales par rapport à ça. Et il y a aussi le mouvement contre la réforme des retraites qui a fini aussi par, si vous voulez, subir un échec. Pourquoi ? Pour des causes qui ont été qualifiées d'antidémocratiques. Et donc, il y a un cumul et il y a une forme de jonction entre un mécontentement populaire très, très profond et aussi un événement qui a été un déclic, un événement déclencheur qui est la vidéo de l'assassinat du jeune Naël. Et justement, cette vidéo-là a déclenché ce qui a été qualifié de mouvement insurrectionnel, mais aussi une jonction entre différents mécontentements. Parce que ce qu'il y a de différent, comme l'a dit Reda, c'est que ça a touché toutes les zones urbaines, mais surtout les centres-villes. Parce que, par exemple, le mouvement 2005, Marseille n'était pas concerné. Cette fois, c'est le centre-ville de Marseille et non pas les quartiers nord de Marseille qui ont été touchés. À Paris, c'est la même chose. D'ailleurs, les réseaux sociaux ont été restreints parce qu'il y avait des risques sur les centres-villes de Paris. Il y avait des appels à manifester sur les Champs-Élysées. Et donc, ce qui est craint actuellement, c'est qu'il y ait vraiment une jonction entre tous les mouvements de mécontents qui soient conjugués aussi à la paupérisation et à l'appauvrissement économique de ces populations-là et aussi à, si vous voulez, une forme de hantise ou alors une révolte due à un cumul à la fois de déni mémoriel mais aussi d'oppression de type raciste et de violence policière récurrente. En plus de ça, il y a aussi un facteur géopolitique à mon avis très important qui n'est pas à négliger, c'est le fait que le vieux continent, le continent européen, est dans une configuration de conflit de haute intensité, ce qui pose aussi d'autres problèmes potentiels. D'ailleurs, il y a eu des réactions de la part des autorités russes qui ont prévenu Paris en disant « vous soutenez l'Ukraine, il ne faudra pas être étonné si vous retrouvez par exemple des armes lourdes qui proviennent du théâtre ukrainien, par exemple. » Reda Haridash, il y a eu une vidéo qui a fait un boucan en France. C'est la vidéo d'un responsable politique polonais qui montrait des images justement du chaos en France et en même temps il montrait des images de la beauté, de la paix qui existe en Pologne.
Aujourd'hui, la France est un exemple justement d'insécurité et disons, d'instabilité politique. Combien même que les Britanniques ont lancé un appel à ces ressortissants de ne pas se rendre justement dans l'Hexagone. Oui, la Pologne est assez, je dirais que, prudente par rapport à un aspect, c'est que les manifestations ont commencé en France lorsque un avion de tourisme en provenance de Pologne a été arraisonné par l'aviation française. Et cet avion-là transportait une quantité de drogue très importante, probablement de la cocaïne en provenance de Pologne. Et donc c'est à ce moment-là où le jeune qui a été tué, il était au volant d'une voiture qui a été immatriculée également en Pologne. Donc, les autorités disent que, par exemple, ce genre de voitures, c'est des berlines puissantes de 300 chevaux qui sont louées en Pologne pour 500 € par mois et qui sont relouées en France pour 500 € la journée. Exactement. Et qui servent un petit peu au go fast, justement, des trafiquants de drogue en France. Les trafiquants de drogue qui ont joué un rôle très important comme mèche qui a déclenché cette insurrection, puisque les forces de l'ordre ont touché à leurs intérêts. Et on a vu comment les trafiquants de drogue ont joué aussi un rôle extrêmement important en 2005, lors des mêmes événements. Et les pouvoirs publics ont dû carrément composer en face de la télévision avec les dealers pour mettre fin à ces événements-là. Probablement, c'est que ce qui s'est passé là, il y a un facteur géopolitique très important, c'est la guerre en Ukraine actuellement. On a vu qu'une semaine auparavant, la presse occidentale, et notamment en France, se réjouissait des événements en disant que Moscou allait tomber et qu'une semaine plus tard, il y a eu un renversement de ces situations. Très probablement qu'au-delà de la Pologne, il y a d'autres acteurs, je pense notamment à la Russie, qui a pu jouer un rôle efficace mais non visible dans ces événements-là. Il faut voir. Oui, Sofiane ? Une petite précision par rapport au thème très récurrent du trafic de drogue. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler que historiquement, les grands milieux de grands trafiquants sont liés d'une façon ou d'une autre au service de l'État français. On se rappelle de la French Connection, du grand trafic d'opium depuis l'Indochine. Il y a aussi le cartel de Marbella, où il y a des anciens de l'OAS qui étaient liés au régime de Franco, mais aussi aux grandes capitales latino-américaines où il y a eu des coups d'État militaires qui ont été imposés par des technologies coloniales françaises. Et donc, ce thème, il y a même de grandes villes qui sont gérées directement et ouvertement par des associations mafieuses qui sont liées aussi, y compris à différents services liés à l'État. On se rappelle par exemple du SAC, Service d'action civique, ou alors de groupes comme l'OAS, qui sont, eux, qui n'ont rien à voir directement avec les jeunes de banlieue, mais il y a une stigmatisation autour de ça. Or, les grands intérêts autour du narcotrafic sont ailleurs. Alors, M. Boussoumah, vous êtes toujours avec nous ? Oui. Vous m'entendez ? Monsieur Boussoumah, je voudrais revenir un petit peu sur les plateaux de télévision. On a remarqué qu'aujourd'hui, il y a plus de plateaux de télévision de droite et d'extrême droite que les plateaux de gauche, comme c'était Canal+ dans le passé, ou bien France Télévisions, ont totalement disparu pour donner la parole justement aux gens qui défendent l'immigration. Oui, bien sûr. Vous savez, on a une concentration d'abord au niveau du système des médias. Il faut aussi voir que le système des médias est de plus en plus intégré, évidemment, aux grands enjeux capitalistes et aux grands groupes capitalistes, de plus en plus, avec de moins en moins de liberté de ton pour les journalistes. On a vu que beaucoup d'émissions de télévision qui étaient un petit peu critiques, etc., ont été supprimées. Ont été purement et simplement supprimés. On a vraiment une attitude autoritaire du pouvoir vis-à-vis des médias. Les grands groupes de médias, de journaux, mais écrits, mais aussi bien sûr surtout télévisés, sont entre les mains de pouvoirs de plus en plus réactionnaires. Et donc évidemment, ils ne donnent pas la parole à des contradicteurs. Ils donnent de moins en moins la parole à des contradicteurs, de moins en moins la parole à des sources d'informations variées, on va dire. Et on a de plus en plus une information qui est complètement autoritaire et qui aujourd'hui s'installe. Alors cela est vraiment à mettre en place, à mettre en lien avec le fait que la France devienne une dictature policière. Est-ce que justement des gens comme vous, des intellectuels comme vous, sont invités sur des plateaux de CNews ou BFM TV ?
Très peu. Alors ces derniers temps, il y a eu quelques militants qui ont été invités sur BFM, sur CNews, un petit peu pour donner le change. Pour donner le change et faire un peu de l'équilibrisme. Hein. Voilà, mais d'une façon globale, leur voix n'apparaît pas. Leur voix n'apparaît pas. On a un matraquage idéologique qui est extrêmement puissant, qui se fait sans arrêt. Et même si ces derniers temps, il y a eu quelques militants qui sont apparus sur BFM, sur CNews et autres, on le voit bien que voilà, c'était juste pour donner le change, pour dire que voilà, on a finalement une attitude un petit peu complexe, un petit peu démocratique, mais personne n'est dupe. On a un discours autoritaire et un discours qui est complètement aujourd'hui bétonné, hermétique au niveau du pouvoir d'État. C'est la parole du gouvernement qui transparaît en permanence et où la parole des milieux les plus fascisants. Monsieur Boussoumah, justement, on a vu plusieurs dérapages sur les plateaux de télévision françaises. Que fait justement l'ARCOM, l'autorité de régulation audiovisuelle, aujourd'hui pour mettre un terme à ces dérapages? C'est de la poudre aux yeux. C'est vraiment de la poudre aux yeux. Personne n'y croit. À de nombreuses reprises, ces organismes ont été interpellés. Parce que, je vous dis par exemple, la citation que je vous cite tout à l'heure de Retello, qui est absolument inimaginable, mais rien n'y fait. C'est-à-dire que rien n'y fait. Notre ami El Baroudi l'a dit tout à l'heure, comment il y a des organismes même même des organismes d'État qui étaient chargés un petit peu d'observer certaines attitudes racistes qui ont été supprimées purement et simplement, qui ont été vraiment supprimées. On a l'impression, on a vraiment un désert qui est en train d'être organisé au niveau du pluralisme de l'information. Ça, c'est très important. Et les organismes qui contrebalançaient auparavant, qui étaient là pour contrebalancer, existent de moins en moins et n'ont pas droit à la parole. Même des organismes officiels, je veux dire. Merci beaucoup, Monsieur Youssouf Boussoumah. Je rappelle que vous êtes animateur du média alternatif, le QG décolonial. Vous avez participé avec nous justement pour le débat sur les médias en France et sur l'émission Média Pro. Merci encore. Je vous remercie à vous. Alors, Youssef Baroudi et Reda Harirash, une dernière question si vous voulez la partager. Il y a eu une manifestation qui a regroupé plus de 90 associations de gauche et qui n'a pas eu le même écho que toutes les manifestations organisées en France. Il y a eu également une manifestation qui a été réprimée, organisée par la famille Traoré Adama, qui a été justement tué dans une intervention policière. Une intervention policière. Pourquoi les médias ne parlent pas de ces événements ? Écoutez, la manifestation Vérité et Justice pour Adama a été interdite, mais elle a quand même eu lieu, d'ailleurs avec la participation, il faut le reconnaître, d'élus de la France Insoumise, mais aussi d'élus d'Europe Écologie Les Verts. Elle a eu lieu au centre de Paris, il y a eu un petit rassemblement et il y a eu une répression aussi contre des journalistes. D'ailleurs, il y a des vidéos qui ont démontré… Et heureusement qu'il y a les réseaux sociaux. On a vu sur Twitter plusieurs vidéos. C'est ça, il y a des vidéos qui montrent… les manifestants ont été réprimés. Exactement. Il y a aussi des manifestations qui ont eu lieu dans d'autres villes françaises, notamment à Marseille, où il y a des listes, mais alors des listes très longue de gens qui ont été tués à l'occasion d'interventions policières et qui attendent toujours que la justice soit rendue. Reda Harirash, oui. Ça s'explique aisément. Les médias sont de plus en plus concentrés entre quelques mains qui appartiennent à une certaine bourgeoisie. Et cette bourgeoisie-là, elle est dans la crainte actuellement de voir le scénario le plus cauchemardesque arriver et qui risque d'arriver, c'est-à-dire une révolution. Simplement parce que s'il n'y a pas de guerre civile, s'il y a de plus en plus de manifestations et ces manifestations touchent l'ensemble du pays, ça aboutira probablement à l'effondrement de la Ve République et à la constitution d'un nouveau régime, ce qui n'arrange pas les intérêts des uns et des autres. Merci Reda Harirash, merci Sofiane Baroudi pour cette émission sur l'immigration face au racisme à l'écran. On remercie également Youssouf Boussoumah, animateur du média alternatif, le QG décolonial. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours avec un thème tout aussi, disons, brûlant sur Média Pro. Bonsoir.